Bonjour, bienvenue à l'émission Émergence. Je suis Sylvie Lapointe et aujourd'hui, ça me fait plaisir de recevoir Stéphanie Mété qui va nous parler de son rôle en tant que porte-parole pour la Société Alzheimer-Outaouais. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sylvie. Alors, Stéphanie, tu as plein d'intérêts, plein de passions. Tu as écrit un livre sur le bonheur, tu fais de l'animation, tu es conférencière, tu étais dans les médias depuis une dizaine d'années et tu as choisi d'être porte-parole pour la Société Alzheimer-Outaouais. Parle-moi un petit peu de ton choix. Pourquoi tu as choisi d'accepter ce rôle-là? Bien, en fait, pour plusieurs raisons, mais quand on travaille dans les médias, évidemment, on est sollicité par plusieurs personnes pour animer des événements, être associé à des causes et tout ça. Et moi, j'ai toujours aimé donner à la population. Donc, pendant un certain moment, je l'ai fait, mais c'était rendu que je faisais juste ça, aider. Et j'avais plus de temps pour mes activités, mes choses à moi. Donc, à un moment donné, j'étais un peu épuisée par rapport à ça. Et je me suis dit, il faudrait que je me trouve une cause que je donne mon temps bénévolement, que je peux vraiment me consacrer à une cause, parce que je me sentais un peu partout en même temps. Éparpillée. Oui, et j'ai choisi la Société Alzheimer-Outaouais. C'était clair que c'était la Société Alzheimer-Outaouais parce que mon père est décédé d'une démence qui s'apparente vraiment à l'Alzheimer. Il est décédé l'an dernier, donc c'était sûr que ça allait être ça, surtout que j'ai été proche aidante pour lui pendant plusieurs années, que j'ai vécu avec ça. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Ouais. Je partage avec toi que mon beau-père, qui est dans ma vie depuis 35 ans, vient de justement perdre la vie il y a un mois. Il avait l'Alzheimer avancé. C'est une maladie qui est tellement cruelle, mais plus presque pour les gens qui entourent cette personne-là que pour la personne comme telle. Hein? Bien, c'est tellement plus, je trouve, pour les gens autour, parce qu'on n'est même pas encore capable, avec les études, de savoir à quel point la personne qui est atteinte de la maladie en souffre réellement. On le sait qu'elle est consciente quand même de ses proches, des gens autour, du toucher et tout ça, mais est-ce que la personne souffre réellement, peut-être au début de la maladie, quand elle prend conscience qu'elle a quelque chose qui ne va pas, mais à un moment donné, quand on est rendu à un certain stade, la personne ne s'en rend plus vraiment compte. Puis nous, on se met beaucoup de poids sur les épaules, on se culpabilise si on ne va pas une journée voir notre père, notre mère, notre tante, alors qu'en réalité, la personne n'a pas nécessairement conscience, on n'est pas allé hier ou avant-hier. Donc, je trouve ça difficile pour les proches, puis parce qu'aussi, il n'y a pas tout le monde qui le vit de la même façon. Je sais que moi, ma mère l'a vécu vraiment, vraiment plus difficilement que moi. Elle était la conjointe, donc elle perd son amoureux. Donc, ça, moi, c'était mon père, mais elle, c'était son amoureux. Donc, et ce qui a été difficile aussi, c'est les amis. Nous, on s'attendait à ce que plein de gens aillent voir mon père, mais il y a des gens qui ne voulaient pas aller voir mon père. Ils sont très mal à l'aise, hein? C'est ça. Moi aussi, mon beau-père, ma belle-mère me racontait à ses funérailles, justement, qu'ils avaient perdu plusieurs groupes d'amis parce qu'ils étaient tellement mal à l'aise de passer du temps avec lui. Ils ne savaient pas quoi dire, ils ne savaient pas quoi faire. Donc, c'était plus facile que de juste abandonner. Et ça, en tant que proche, il faut accepter qu'il n'y a pas tout le monde qui l'accepte de la même façon. Il faut accepter ça aussi. Puis en même temps, bien, moi, je me suis dit, oui, mais peut-être que cette personne-là a tout simplement envie de garder un bon souvenir. Donc, il ne faut pas non plus en vouloir aux gens autour de nous. Chacun a vu les choses différemment. Mais ça fait beaucoup, beaucoup de choses en même temps parce que tu fais du développement sur toi en même temps que tu vis ça. Tu ne sais pas non plus c'est quoi cette maladie-là? Quand tu commences, quand tu as quelqu'un, tu as un proche, à part si tu l'as déjà vécu auparavant, c'est quoi? Il y a plein de mythes encore associés à l'Alzheimer qu'il faut défaire. Donc là, on a peur. Est-ce que moi, je vais l'avoir plus tard? Mon père l'a eu, est-ce que je vais l'avoir? Alors qu'il y a beaucoup de gens qui croient que parce qu'un proche l'a, mais oui, il y a une possibilité, mais c'est très, très faible comparé aux facteurs de risque. Donc, il y a plein de mythes. On ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas si la personne est consciente. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Puis c'est difficile, pour les proches qui en souffrent. Ouais. Parle-moi un petit peu de ton cheminement. Alors, il y a eu le moment où tu as réalisé quelque chose à l'époque. Après ça, ça a progressé. Alors, comment tu l'as vécu, ça? Bien, en fait, à un moment donné, je pense que le moment marquant où j'ai su que ça allait pas, c'est que je suis partie dans le sud avec ma mère et mon père. Puis, mon père, c'est un voyageur. Toute sa vie, ça a été un bohème pendant des années. Il partait partout à travers le monde. Il a habité un peu partout dans le monde. Donc, lui, voyager, ça ne le stresse pas du tout. Et là, on arrive à l'aéroport. Il y avait de la difficulté à écouter les consignes. Aux douanes, il y avait de la difficulté. Il fallait que je l'accompagne. Là, je voyais bien que ça allait pas, là. Ça allait pas du tout, là. Il ne comprenait pas les consignes, puis il a voyagé toute sa vie. Donc ça, c'est clair que ça a été vraiment frappant pour moi. Puis en arrivant à destination,
il avait de la difficulté à se retrouver. Il était un peu perdu dans l'espace, dans l'espace, dans l'espace-temps. Et il ne savait pas c'était où la chambre. Et il paniquait rapidement pour rien. Il y avait un oiseau qui passait. Oh mon Dieu! Puis c'est un oiseau, là, tu sais. Donc, moi, je savais que ça allait pas. Puis même ma mère et moi, on a eu la conversation à ce moment-là de, bon, est-ce que ça se pourrait que ce soit l'Alzheimer et tout ça? Mais on dirait qu'après, comme lorsqu'on est revenu à la maison, ça se stabilise parce que c'est ça aussi. Souvent, la routine, exactement, hein? Dans leur routine, ça paraît toujours moins, mais quand ils sortent de leur zone de confort, en quelque sorte, c'est là qu'on se rend compte des symptômes et que les symptômes sont accentués. Donc, on dirait qu'on a comme laissé aller ça un peu pendant des années. Moi, j'habitais à l'extérieur à l'époque, en Gaspésie, donc je le voyais pas souvent. Et à un moment donné, je suis partie vivre en Australie pendant 1 an et ma mère m'a appelée pour me dire, là, ça va pas du tout. Ton père vient de rentrer à l'hôpital. Il faudrait que tu reviennes au Canada. Puis moi, j'avais même dans l'idée de peut-être vivre en Australie à ce moment-là. Donc, j'ai tout quitté là-bas. J'ai quitté mon conjoint, j'ai quitté mon emploi, j'ai tout quitté. Je suis revenue vivre. Je suis revenue pour mon père puis ma mère. Puis c'est là que vraiment, on a eu le diagnostic. À l'époque, on disait Alzheimer. Finalement, un petit peu plus tard, on a découvert que c'était une démence à corps de Lewy. Mais c'est ça. Ça s'est fait comme ça, mais ça s'est fait progressivement, là, je veux dire, avec des petits signes qu'on n'écoute pas vraiment parce qu'on ne le sait pas. Bien, c'est un petit peu les 7 stages de Kubler-Ross, d'Elisabeth Kubler-Ross. Au début, il y a comme il y a le choc, puis après ça, tu dis, OK, bien, c'est le déni, puis après ça, tu vois à travers toutes ces étapes-là, puis on les a vécues, nous aussi, dans notre famille. L'affaire de la routine, c'était assez fascinant parce que c'était son truc à lui pour pouvoir paraître normal, hein, parce que là, on redéfinit aussi normal hein, au cours de la progression de la maladie. Mais à un moment donné, c'était, bon, elle devait lui faire une routine, ma belle-mère. Il sortait, il allait toujours au même centre d'achat, il allait toujours acheter le café à la même place. Mais elle, ça lui permettait de voir d'autres gens. Puis à un moment donné, ça, c'était même plus possible. Donc, il fallait rester à la maison toute la journée. Et après ça, l'autre étape, c'était qu'elle ne pouvait même pas sortir de la maison. C'est qu'on l'invitait à passer une soirée pour lui donner un petit peu de répit, mais elle ne pouvait même pas sortir de la maison parce qu'il s'apercevait qu'il n'était pas là, puis là, il était debout toute la nuit. Donc, il y avait cette progression-là autour de la routine aussi. Mais c'est difficile parce que, tu réalises que, bon, il y a des pertes d'habilité de fois en fois. Puis toi, ça a dû être évident aussi, étant donné que tu ne le voyais pas 2-3 mois, peut-être 4-5 mois, puis après ça, tu le voyais, tu pouvais remarquer facilement ce qui était parti, ces facultés qui étaient parties. Oui, moi, je m'en rendais compte assez facilement, mais ma mère, de son côté, elle pensait aussi, elle avait la croyance que c'était la vieillesse, que c'était le vieillissement normal, alors que non, ce n'est pas le vieillissement normal. Des fois, on pense que lorsque quelqu'un dans notre entourage perd des facultés cognitives, que c'est le vieillissement normal, mais non, parce que je connais des gens de 90 ans, j'en ai un oncle dans ma famille, il a 89 ans, il va super bien, il conduit encore sa voiture et il peut te raconter plein de choses. Il est encore là, ses facultés cognitives sont encore là. Donc, on ne perd pas nos facultés cognitives en vieillissant, à part si on a une démence ou une problématique comme ça. Donc, ça, c'est aussi important. Mais quand on ne l'a jamais vécu avant, on ne peut pas le savoir. On n'a pas d'exemple, on n'a pas de comparatif. Donc, moi, ma mère, elle a été beaucoup dans le déni. Elle ne voulait pas, c'était son conjoint, c'était son amoureux. Donc, c'était son mariage. Donc, moi, c'était mon père. Et je voulais le mieux pour ma famille. Donc, je l'ai vu plus facilement, je pense, oui. Oui, je me demande si c'est ça ou bien c'est un peu ta personnalité parce que, bon, tu as l'air à être capable de surmonter tes peurs, tes croyances, puis d'agir. Est-ce que ça t'a aidé, ça, dans ce contexte-ci? Bien, c'est vraiment de là que ça partit, moi. C'est vraiment à partir du moment où mon père, j'ai su qu'il avait cette démence-là, que ça m'a fait réaliser toutes sortes de choses par rapport à moi parce que ça faisait des années que je cherchais le bonheur à l'extérieur de moi, dans un chum, dans toutes sortes d'affaires, dans un travail. Et j'étais partie vivre en Australie parce que je n'étais pas heureuse et je m'étais dit où est-ce que je pourrais vivre ma vie de rêve et je me suis dit sur le bord de l'eau, sur le bord de la plage. Alors je me suis vraiment créé une vie de rêve là-bas. J'habitais vraiment sur la plage, j'allais faire du surf à chaque jour et j'étais pas plus heureuse. Et je me souviens que quand ma mère m'a appelée et elle m'a dit de revenir.
En même temps, j'étais comme soulagée et j'étais tout mêlée. Je ne savais pas trop ce que je voulais. Et ça m'a fait réaliser beaucoup, beaucoup de choses parce que mon père, j'ai réalisé que toute sa vie, lui aussi courait un peu après le bonheur. Lui, en fait, j'ai emmené cette peinture-là parce que mon père est artiste peintre. Puis, c'était sa grande, grande passion. Il me disait toujours, un jour, Steph, je vais devenir un peintre international. C'était son plus grand rêve. Ah, oui. Mais il se perdait toutes sortes il se perdait dans d'autres projets. Il se perdait dans d'autres projets qui n'avaient aucun lien avec qui il était vraiment, juste parce qu'il se disait, ben, quand je vais avoir assez d'argent, là, je vais pouvoir être un peintre international, je vais pouvoir exposer, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir acheter une maison. Donc, lui, c'était beaucoup dans essayer de faire de l'argent, que c'était ça qui allait le propulser, alors qu'en réalité, il aurait dû commencer avec ça. Il aurait dû commencer avec sa passion. Puis, combien de fois est-ce qu'on se perd dans la vie alors qu'on devrait partir du cœur, de ce qu'on aime vraiment? Alors ça m'a beaucoup, beaucoup ouvert les yeux quand il est tombé malade, puis tout ça. C'est là que j'ai commencé à faire du développement personnel. C'est là que j'ai commencé à aller voir une thérapeute. J'étais allée un peu avant, mais là, j'ai vu une thérapeute. J'ai commencé par la suite à faire de la programmation neurolinguistique, du coaching. Et là, je me suis mis à réaliser mes rêves parce que j'ai découvert que j'avais plein d'émotions négatives, plein de peurs, plein de croyances qui me limitaient. Et je me suis dit, c'est pas vrai que je vais attendre, moi aussi, comme mon père. Ben oui, je veux pas attendre qu'il m'arrive quelque chose et que mes rêves disparaissent. Parce que c'est un peu ça, c'est ça qui est triste avec mon père. Il est parti en oubliant ses rêves qu'il n'a pas réalisés. Donc, moi, je voulais pas que ça m'arrive. Alors, c'est là que j'ai commencé, comme je te mentionne, de faire du développement. Et après, je me suis dit, je veux trouver une job dans une grosse radio. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai commencé à faire de la télé. Après, bon, j'ai écrit un livre, conférence. Et là, il n'y a plus rien qui m'arrête. Si j'ai un rêve, je le réalise. C'est un beau cadeau que ton père a fait. Puis souvent, en tant que parent, parce que je suis mère de 2 filles, c'est le souhait qu'on a, hein? C'est-à-dire que nos enfants apprennent de nos réussites, mais aussi de nos regrets puis de nos erreurs, puis qu'ils saisissent les occasions comme elles viennent. Donc, quel beau cadeau. Mais c'est triste qu'ils se mettaient plein de conditions pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Ouais. Je me demande si, en partie, c'était pas justement une peur de réussite. Hein, des fois, les gens ont peur de réussir. Ah, ben moi, j'ai eu cette peur-là, souvent, peur de réussir, parce que je me dis, souvent, on n'y pense pas, on pense qu'on a peur de l'échec, mais qu'est-ce qui arrivait si je réussissais? T'sais? Parce que si on réussit, ça peut avoir un impact sur notre vie, il faut faire des changements. Si ça va trop bien, va-t-il falloir que je déménage? Va-t-il falloir que j'aille vivre à Montréal? Va-t-il falloir que je fasse ci ou je fasse ça? Donc, ça, des fois, on n'a pas envie d'aller là non plus. Donc, c'est nous qui se met des barrières. Donc, on croit qu'on a peur de l'échec, alors qu'en réalité, on a peur de réussir. Puis, en réussissant, bien, il y a autant de changements à faire. Puis, des fois, il y en a plus que l'échec. Ouais. C'est vrai, hein, le statu quo. Ouais. On revient pour explorer cette thématique-là après la pause. Merci, Stéphanie Mété. Merci. On est de retour à Émergence en conversation avec Stéphanie Mété. Juste avant la pause, on parlait de ton cher papa qui est un artiste, dans le fond, qui rêvait d'exposer de façon internationale, mais c'était pas à la hauteur, c'était pas le bon moment, c'était pas... il se trouvait des raisons pour pas aller jusqu'au bout de son rêve. Alors, ça t'a marqué, ça? Oui, ça m'a marqué et ça m'a poussée à ne pas faire comme lui. Donc, ça a été un beau cadeau, justement, qu'il m'a donné parce que s'il avait réalisé ses rêves, j'aurais peut-être réalisé les miens. Mais en même temps, le fait de ne pas l'avoir fait, ça m'a poussée encore plus à vouloir le faire parce que je ne voulais pas vivre ça. Je ne voulais pas tomber malade ou arriver à 90 ans et de pas avoir réalisé ce que j'avais vraiment envie dans la vie. Donc, c'était super important pour moi de le faire. Puis aussi, c'est que mon père avait souvent un double discours. Il disait, fais ce que tu veux dans la vie, réalise tes rêves, mais il ne le faisait pas pour lui. Puis pourquoi, tu penses? Bien, je pense qu'il y avait juste... Je pense qu'il attendait vraiment d'être parfait ou je pense qu'il attendait d'être au top déjà. Je pense qu'il attendait d'être vraiment, vraiment au top, d'avoir 200, 300 peintures à montrer avant de se dévoiler au grand public. Puis, je sais pas, je pense qu'il se mettait énormément de pression aussi. La pression de la perfection. J'ai sûrement traîné ça, moi aussi, longtemps. Même là aujourd'hui, je suis moins pire parce que j'essaie toujours de me dire, bien là, c'est pas grave. Qui va regarder ça à part toi? Oui, c'est ça. C'est souvent nous, hein, notre
notre pire juge là-dedans. Donc, je sais pas, je pense que c'est ça. Je pense qu'il essayait d'être parfait, ouais. Pourtant, il y a quelque chose qui me dit qu'il te voyait, toi, comme parfaite. Sûrement. Sûrement, oui. Sûrement qu'il me voyait comme parfaite, mais c'est ça. Mon Dieu, ça me rend émotive. Oui, mais tu sais, des fois, on voit les autres parfaits, mais c'est à nous aussi de se motiver à faire les choses. On ne peut pas toujours compter sur les autres non plus. Il faut compter sur soi-même avant tout. Oui. Oui. C'est drôle, hein, être capable d'aimer de façon si inconditionnelle un autre, puis de se faire souffrir parce qu'on ne s'aime pas de façon inconditionnelle. Hein? Oui. Mais comme parent, il t'a fait ce cadeau-là, peut-être qu'il souhaitait s'offrir à lui-même, qu'il était incapable de le faire pour toutes sortes de raisons. Hein? Il y a plein de choses qui nous marquent dans notre enfance, puis il y a plein de choses qui contribuent justement à ces croyances négatives-là. Mais il me semble qu'il voulait te faire le cadeau de justement surpasser le blocage qui s'était créé, lui, de façon consciente ou inconsciente. Hein? Oui, puis moi, je n'ai pas connu la famille à mon père. Ses parents sont décédés très jeunes. J'ai presque pas connu sa famille, sa famille proche, son père, sa mère. J'ai connu d'autres personnes, mais je sais que c'était des gens de cœur. Donc, même encore, puis c'est drôle, hein, parce que j'ai emmené un objet de mon cousin. Je suis très, très proche de la famille à mon père, mis à part mes grands-parents que je n'ai pas connus. Et mon cousin m'a emmené ça à Noël l'an dernier parce qu'il a un chalet en Floride. C'est du sable de la Floride, donc c'est très simple. Mais il l'a écrit dans sa carte « J'aime ma famille ». Puis ça m'a touchée parce que je trouve qu'on passe pas assez de temps avec les gens qu'on aime souvent. Et c'est drôle, hein, mais des fois, j'avais l'impression d'être de trop. Je voulais pas appeler mon cousin puis dire « Bon, je peux-tu venir te voir? » Parce que je voulais pas le déranger parce que je sais qu'il est occupé, par exemple, parce qu'il est pompier. Mais en réalité, on s'aime, puis même si on se voit pas, on s'aime puis on est là pour les autres. Puis ça, c'est important aussi de se rappeler que c'est pas parce qu'on se voit pas, par exemple, à tous les jours ou toutes les semaines comme on voudrait le faire, qu'on s'aime pas. Alors ça, c'est super important aussi pour moi. Puis on est très, très tissé, serré, la famille à mon père, parce qu'on est une famille vraiment d'amour. On s'aime. J'aime ça. Puis sais-tu quoi? Quand ma fille me dit, bien, je sais pas si je vais appeler une telle amie ou je vais appeler ma cousine parce que je vais pas les déranger. Puis moi, je lui dis toujours, comment tu te sentirais si toi, tu recevais un appel d'eux? Oui, exactement. Ah, bien, je serais très heureuse. Alors, bien, pourquoi tu t'empêches? Hein? Exactement. Puis c'est vrai parce que quand je l'appelle, finalement, au bout du compte, il est super content que je l'appelle. Puis moi, quand il m'appelle, je suis super contente qu'il m'appelle. Et c'est même comme ça avec tous les membres de ma famille. Donc, des fois, on se met des barrières à nous-mêmes parce qu'on pense déranger. Combien de fois on pense déranger alors qu'on ne dérange pas du tout? Puis à la limite, même si, mettons qu'on dérangerait, la pire chose qui va arriver, c'est que tu me déranges. C'est tout. Donc, au lieu de se priver de l'amour qu'on pourrait avoir. Ouais. Oui, c'est triste, hein, de l'amour qu'on se porte à soi, de l'amour qu'on porte aux autres. Ça a l'air d'être un thème à explorer. Oui. Et donc, toi, tu redonnes de l'amour en t'impliquant dans la Société Alzheimer d'Outaouais. C'est en honneur de ton père. Oui. Puis aussi, quels sont tes désirs ou quel impact aimerais-tu ou souhaiterais-tu avoir? Bien, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. On pourrait faire 2, 3 autres émissions parce que je pense qu'on manque encore de fonds à la Société Alzheimer. Mais si je ne rentre pas sur le côté politique puis que je parle plus du fait qu'il y a des ressources puis on est souvent, on ne le sait pas. Moi, quand j'ai vécu avec la maladie de mon père, on n'était pas au courant des ressources qui existaient. On ne savait pas qu'il y avait une Société Alzheimer qui existait. Puis, il n'y a pas tout le monde qui ont cette tendance-là à chercher de l'aide. Et ça, je trouve ça dommage parce que la Société Alzheimer apporte du répit aux familles. Parce que lorsqu'on s'occupe d'une personne en tant que proche aidant, à tous les jours, pour certains, parce qu'il y en a qui ont les personnes à la maison, on peut avoir du répit. On peut vous envoyer quelqu'un puis vous dire « Hey, allez voir vos amis, allez prendre du temps pour vous. » Donc, on offre du répit. On offre des formations aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mythes associés à l'Alzheimer. Avant, on pensait que l'Alzheimer, on pouvait l'attraper avec l'aluminium, mais c'est pas vrai, ça, c'est un mythe. Donc, il y a plein de mythes comme ça rassociés. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas trop en parler non plus parce qu'ils ont peur de ce que les autres vont penser autour. Ça, c'est vrai. Énormément. Qu'est-ce qu'ils vont penser si... Donc, c'est pour ça qu'il faut appeler. La Société Alzheimer a toutes les réponses à vos questions, peuvent vous aider, peuvent vous apporter du répit, des formations, donc même des ateliers pour les personnes qui ont peut-être 65 ans et plus, qui voudraient, mon Dieu, qui ont peur de la maladie et qui voudraient avoir plus de renseignements. Mais aussi, c'est qu'on offre des ateliers comme muscler vos méninges, des exercices de mémoire et tout ça. Et il y a une étude qui a été réalisée aussi récemment disant que l'une des choses les plus importantes à faire en vieillissant, c'est d'avoir des liens sociaux. Oui. Parce que
souvent, des fois, on a tendance à, par exemple, des fois, je vois des gens qui sont à la retraite, qui font rien, qui sont devant la télé et tout ça. Ça peut être un facteur de risque. Il faut continuer à avoir des relations autour de soi, s'impliquer, faire des activités, bouger. Bref, la Société Alzheimer est là pour vous aider. Puis j'aurais vraiment aimé ça, moi, l'avoir quand j'ai vécu ces années-là où je me sentais toute seule là-dedans, où où ma mère se sentait toute seule, elle ne savait pas quoi faire, on ne sait pas comment réagir, comment est-ce qu'on réagit avec les proches autour de nous qui ne veulent plus voir mon père dans mon cas, mais ça peut être d'autres gens dans votre famille. Donc, je pense que c'est ça que je veux. Je veux qu'on en parle ouvertement, qu'on ne gêne pas d'en parler, qu'on parle d'Alzheimer puis qu'on dise, regarde, moi, mon père, je pense qu'il l'a. Mais là, on n'ose pas parce que comme si c'était mal vu, mais ce n'est pas mal vu. On est plusieurs à le vivre. Donc, je pense qu'il faut en parler puis être au courant que les ressources existent. Puis il y en a aussi du côté de l'Ontario, des ressources. Donc, il y en a partout, oui. Tu as tout à fait raison. Je pense qu'en partie, on n'était pas au courant des services de notre côté, mais il y a le côté, puis je pense que ça va être un défi pour vous, pour conscientiser les gens. Le défi, je pense, c'est la honte, c'est de surmonter la honte. Ma belle-mère disait, bien là, c'est un problème de famille, on va s'organiser avec notre famille, on n'a pas besoin de déranger personne avec ça. Donc, il y avait ce côté-là de, bon, on va le cacher, puis on va se débrouiller, puis dès qu'on demande de l'aide, là, on fait une déclaration à l'univers, hein, on dit, OK, là, je reconnais qu'on a une situation difficile, qu'on a quelqu'un qui souffre d'Alzheimer, puis je pense que c'était ce pas-là qui était le plus difficile pour elle. Oui, mais vous allez voir qu'en le faisant, oui, peut-être que sur le coup, vous allez trouver ça difficile, mais vous allez voir plein d'autres gens qui vivent la même chose que vous. Donc, c'est ça aussi, on a peur, mais ça fait aussi mal, selon moi, garder ça pour soi. Oui. Ça fait autant mal de garder ça pour soi puis de vivre avec la honte que de le dire à voix haute. Puis on peut choisir à qui on le dit aussi. Oui. Donc, on n'est pas obligé de le dire à des gens qui sont négatifs. Si il y a des gens autour de nous qui ont cette tendance-là, à la négativité, à nous juger, on n'a pas besoin de le dire à ces gens-là tout de suite. On peut commencer avec, justement, des ressources comme des gens qui travaillent dans ce milieu-là et qui vont être ouverts et qui vont pouvoir vous référer aux bonnes personnes. Et il y a des groupes de soutien aussi. Ça peut énormément aider de rencontrer des gens qui ont la même âge que nous. Des fois, puis quand je dis la même âge que nous, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens de mon âge, dans la trentaine, qui vivent avec des parents qui ont l'Alzheimer. Puis ça, c'est une autre réalité qu'on n'avait pas avant. Avant, c'était souvent 85 ans et plus et tout ça, mais maintenant, il y en a tous les âges de l'Alzheimer. C'est pas pour faire peur aux gens, mais c'est juste il faut aller demander de l'aide, puis d'un âge à l'autre, on va peut-être vivre les choses différemment quand c'est notre conjoint, quand c'est notre père, quand c'est notre proche, peu importe. Alors, je pense qu'il faut en parler, mais choisir les gens avec qui on veut en parler, oui. Mais des gens qui en ont confiance, qui vont... Dans le fond, c'est un test d'amitié, hein, parce que je pense que c'est ce qu'elle a découvert, ma belle-mère, c'est qu'il y a des gens qui sont restés, peu importe, puis il y en a d'autres qui sont partis. Et donc, c'est un test, OK, est-ce que vous êtes vraiment des amis qui nous aiment inconditionnellement ou vous êtes des gens qu'on connaît comme ça, mais qui ne sont pas prêts à faire un effort supplémentaire pour nous appuyer. Mais c'est vrai, le soutien, dès qu'on en a parlé, elle a fréquenté un groupe pour épouses. Époux, mais c'est surtout des femmes, hein, parce que c'est plus souvent des hommes que des femmes, je pense, qui sont atteints. Pas nécessairement. Donc, alors, peut-être que c'est plus les femmes qui vont chercher ce genre d'aide-là, mais il y avait plusieurs femmes avec qui elle pouvait partager son histoire. Puis là, tout d'un coup, elle s'est sentie encadrée. On avait beau l'écouter, on avait beau l'appuyer, mais on ne comprenait pas c'était quoi la réalité d'avoir un conjoint qui est parti essentiellement. Mais c'est pour ça, parce que des fois, nous, on n'a pas les ressources en tant que proches d'offrir ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller chercher les bonnes personnes. Moi, je peux pas... Je comprends ce que ma mère a vécu parce que c'était son conjoint, mais je le vis pas. Donc, quand on le vit pas, c'est des fois difficile. On essaie de dire, ouais, mais c'est plus ton chum, là. Mais elle pensait encore que c'était son mari, le même mari qu'elle avait. Donc, ça, c'était pas toujours évident à ce niveau-là, parce que la personne, lorsqu'elle est atteinte d'une démence, elle devient une autre personne, en quelque sorte. Donc, il faut faire le deuil de la personne qu'on a connue et laisser place à une nouvelle personne. Et ça, là, des fois, c'est la partie qui est difficile aussi. De faire le deuil quand la personne est vivante. Oui, exactement. Parce que mon beau-père est décédé il y a 1 mois, puis les gens m'ont demandé comment je prenais ça, puis j'ai dit, prenez pas ça mal, mais c'était un soulagement. J'ai dit, le deuil, je le faisais à chaque fois que j'allais le voir, puis que je réalisais qu'il avait perdu une faculté. Ça fait plusieurs deuils que je fais depuis 4-5 ans. Ouais. Et donc... là, il est parti, mais en même temps, là, j'ai l'impression qu'on peut comme clore ce chapitre-là, puis un petit peu là, reprendre notre souffle, parce que ça a été un cheminement
pénible. Oui, Oui. oui, c'est vrai qu'on en fait plusieurs deuils dans cette maladie-là. Je pense que c'est ça aussi qui est difficile, hein? Faire le deuil de la personne, faire le deuil physiquement aussi, quand la personne part, bien, moi aussi, pour moi, ça a été un soulagement. Là. Oui. Donc, clairement, mais c'est sûr que quand ça arrive sur le coup, je veux dire, tu as autant de peine que ça te soulage. Donc, il faut que tu sois capable aussi d'accueillir ces deux aspects-là de toi. Donc, oui. Mais, et de faire la paix avec ces émotions-là qui sont conflictuelles. Oui, oui. Il nous reste 1 minute. Oui. Ça serait quoi ton message de la fin pour les gens qui vivent cette expérience-là où des êtres aimés sont dans un monde de démence ou d'Alzheimer? Bien, c'est super important de savoir que ces personnes-là ne sont pas seules. On se sent souvent seul lorsqu'on vit des choses comme ça. Donc, vous n'êtes pas seul. Il y a plusieurs personnes qui vivent avec ça, avec ces problématiques-là. Et aussi, bien, il y a des ressources. Puis moi, j'aime le dire, le répéter souvent, parce qu'il y a tellement de gens qui ne le savent pas que ces ressources-là existent, autant du côté de l'Ontario que du Québec, que partout. Donc, informez-vous, allez rencontrer des gens, ça va énormément vous aider. Vous devez être accompagné là-dedans parce que c'est difficile de faire ce chemin-là. Oui, marcher, mais accompagné. Belle façon de finir l'émission. Merci beaucoup, Stéphanie Mété. Merci, Sylvie, de l'invitation, c'est gentil.